Bref, je suis un mec comme tout le monde. Comme tout le monde, j'ouvre mon frigo une première fois quand j'ai faim, le referme pour réouvrir 2 minutes après. Comme tout le monde, je suis déjà rentré du taf, me disant que j'allais pas dormir. En fait si. Et comme tout le monde, je me suis réveillé en sueur, perdu et dans le noir. Comme tout le monde, j'ai eu une révélation à 3h du mat, et voulu me mettre au sport, et fait 2 pompes, et eu mal au bras, suis retourné me coucher. Comme tout le monde, je m'en suis quand même rappelé le matin, me suis dit, il faut que j'aille courir, pour au final ne pas y aller. Comme tout le monde, j'ai mis ma clé USB une première fois, puis dans l'autre sens, encore une fois, une 4e fois, pour me rendre compte que c'est le port HDMI. Comme tout le monde, je fais les grimaces des gens qui font des grimaces dans les livres. Elle se mordit la lèvre de plaisir. Et comme tout le monde, je sais pas si on dit Michael ou Michael, alors j'alterne une fois sur 2. Comme tout le monde, je commence une série en me disant pas plus de 2 épisodes ce soir. Et comme tout le monde, je finis à 6h du mat en train de pleurer parce que quand même, c'était trop bien. Bref, comme tout le monde, j'ai adoré Bref 2. Mec, je suis trop content que tu parles de Kian. Tu vas aborder quoi, sa carrière d'acteur, de stand-up, de comédien de doublage, de musique? Il a fait de la musique. Bien sûr, il a sorti un album il y a quelques années. Regarde. Une énigme est cachée dans le CD physique. Oh, Kian Kojandi. Si certains d'entre vous ne sont pas au courant, le mec derrière Bref s'appelle Kian Kojandi. Il est né en 1982 à Reims avec des origines iraniennes du côté de son père et italiennes et françaises du côté de sa mère. Il fait des études normales comme tout le monde, passe son bac ES puis arrive en études de droit. Mais un jour on lui a dit « Vous savez, Kian, une servitude est discontinue lorsqu'elle ne peut s'exercer qu'avec une intervention renouvelée de l'homme et qu'elle reste telle quand bien même elle serait rendue artificiellement permanente au moyen d'un outillage approprié, dès lors que cet outillage ne peut fonctionner que sans l'activité quotidienne de l'homme. » Et là il a dit non. Ça a changé ma vie, j'ai arrêté le droit. Il a arrêté et franchement j'aurais fait la même. Et si jusque-là c'était plutôt un mec qui roulait tranquillement sur la route qu'on lui traçait, cette fois il a su que c'était pas pour lui, alors il a tout quitté. Il s'est mis son père à dos et est parti vivre chez un ami à Paris pour commencer le théâtre. Il a fait des cours dans ce domaine pendant 3 ans avant de se lancer en scène libre. Il fait un premier spectacle puis rencontre un certain Bruno Muschio, Navo de son surnom, et comme les deux s'entendent très bien, ils bossent maintenant tous les deux sur le nouveau spectacle de Kian. En plus du spectacle, Kian faisait des petits podcasts chez lui, toujours en rapport avec le cinéma, dont un petit format court toujours en rapport avec le cinéma qui s'appelait le Festival de Cannes. Mais quelque chose va interrompre le process de création de ce spectacle. Pendant l'écriture, une certaine idée va leur prendre un peu de temps à côté. Ils ont une idée de format court, rapide, qui raconterait juste la vie d'un mec trentenaire qui pense beaucoup, voire beaucoup trop. Histoire de se faire une idée, ils font un premier court-métrage. Plus tard, il sera envoyé à Canal+ pour voir si ça peut donner quelque chose. Effectivement, ça donne quelque chose. Les deux comédiens écrivent d'autres épisodes qui sont diffusés d'abord sur Canal, plus tard sur YouTube et encore bien plus tard sur Disney+. Et de toute façon, si vous êtes ici, vous savez probablement le succès qu'a eu la série. Mais il faut savoir que c'était vraiment pas gagné d'avance. Pour reprendre depuis les bases, Bref, c'est un format court, très court, de 1 à 3 minutes grand max par épisode. bref. Le scénario au final est très basique. On est dans la tête d'un trentenaire et on suit ses aventures de la vie quotidienne. Il drague, a des relations avec ses potes, sa famille, ses jobs. Mais le plus gros est dans la forme. Le montage est très rapide, limite saccadé, avec des gimmicks très reconnaissables, comme le... ou bien le Bref. en début et fin d'épisode. Au lieu de juste suivre les événements à l'image, on suit la voix interne du personnage principal dont on ne sait même pas le prénom. Et si ça nous paraît évident maintenant parce qu'on a vu les 82 épisodes 40 fois et que l'entièreté du web a décidé de parodier ça dans tous les sens, à l'époque pour les producteurs c'était vu comme un truc avec beaucoup trop de pages de script et qui n'avait pas beaucoup de sens au tournage. Moi, plein de fois, je suis arrivé sur la saison 1, je comprenais rien, quoi. Enfin, il me disait, tiens, mets-toi là, dis ça, tiens, mets un pull. Change de pull. Et puis à un moment donné, il dit, ok, c'est bon, on peut y aller, on y va, on tourne. Et on Ça raconte. dure 2 secondes. 2 secondes, on raconte des conneries, et puis après, voilà, ciao. Ciao. Petit exemple avec l'épisode sur l'entretien d'embauche. On passe de ça au tournage. Obsessionnel. Lâche. À ça après le montage. Il m'a demandé quel était mon plus grand défaut. J'hésitais entre timide, maniaque, obsessionnel, lâche, dépressif, feignant, menteur. J'ai répondu perfectionniste. Ouais, ça a vraiment pas la même gueule. Et s'il y a bien quelque chose qui ressort en masse dans Bref, c'est les références cinématographiques. Entre Cédric Lapiche et Jean-Pierre Jeunet, Et David Fincher.
Vos gueules. Il suffit de voir leur épisode d'un bon moment avec le fameux Clapiche, qui a réalisé entre autres L'Auberge espagnole, film français très rigolo que je vous recommande, avec le très bon acteur Romain Duris, Que je vous recommande également, quoi que ça veuille dire. Après, bien après, quand on est revenu à Paris, toute galère est devenue une aventure extraordinaire. Au début de cette émission, donc, Clapiche est présenté comme l'homme sans qui il n'existerait pas. Cédric, on te doit tellement. Grâce à toi, on existe. Et effectivement, l'idée prise de l'auberge espagnole est le rapid speech, ou diction rapide si on veut le traduire. C'est ce procédé qu'on retrouve également dans Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, Et dans Fight Club, de Fincher. qui consiste à avoir une voix off principalement du personnage principal qui va décrire ses actions, comment il voit les choses, ce qu'il ressent, etc. Idée de base du duo qui va finir par être la patte de Bref. Par contre, j'aime pas dans les vieux films américains quand les conducteurs regardent pas la route. Et en plus, Kian ressortait d'une période assez sombre, enchaînant petits boulots, scènes le soir, beaucoup de galères financières et d'autres états mentaux pas très positifs. Il se disait à ce moment-là que l'échec serait trop dur mentalement à supporter si Canal ne voulait pas diffuser Bref. Alors au début, après avoir envoyé l'épisode pilote, il n'a pas voulu commencer à bosser dessus. Il voulait attendre la réponse des studios, qu'elle soit positive ou négative. Mais finalement, Canal a grosso merdo répondu par... Bah les gars, c'est trop bien, on en veut 40. On vous prépare les équipes, vous tournez dans 2 semaines et on diffuse ça dans 2 mois. Et la période de rush écrivant du Bref pendant 2 semaines non-stop avec Navo, puis tournage intensif et rapide, y a qu'à voir le making-of, ils sont toujours en train de se presser, puis montage et enfin première diffusion le 29 août 2011. Et Bref fait quand même son petit succès à la télévision. En étant diffusé sur Canal, les 40 premiers épisodes fonctionnent super bien. C'est donc tout logiquement que Canal en recommande 40 de plus 2 au final pour clôturer l'histoire. Et Bref, c'est une série qui touche, notamment dans la simplicité des propos dans lesquels on peut tous se retrouver. Ça parle d'un mec qui galère à draguer et qui sait pas comment approcher cette fille, qui galère à trouver un job et qui sait pas comment gérer un entretien d'embauche, qui sait pas gérer ses relations avec sa famille et ses amis. En fait, c'est une série qui doute beaucoup, Bref. Et vu qu'on y suit directement ses pensées, beaucoup d'entre elles sont imagées, comme remettre à demain, remettre à jamais, son côté enfant, etc., etc. Et bien évidemment, il y a quelques épisodes qui sortent du lot. Si tout du long de la série on est habitué à bien nous marrer, ça fait quand même un petit mal au cœur quand on voit arriver l'épisode « Bon, alors, pour résumer... Bref, je suis vieille ». On y suit cette fois l'histoire d'une vieille dame à la retraite, dont la vie monotone est illuminée par son petit-fils. C'est vraiment simple et super attachant. Et à la fin, quand le père vient chercher le petit-fils, qu'il dit « à demain » et qu'on voit passer juste derrière lui « jamais », ouais, là j'ai eu envie de chialer un petit coup. Avec le rythme effréné que prend la série, et avec sa tendance un petit peu fallacieuse de ne pas avoir de continuité spécialement logique dans l'histoire, les épisodes ne s'enchaînant pas forcément logiquement, c'est quand même une petite surprise quand arrivé à l'épisode 70, on a 4 épisodes à la suite, nommés Bref. J'ai fait une soirée déguisée. Où déjà, on a, comme de très très rares fois dans la série, l'occasion de suivre le point de vue d'autres gens, et surtout le dernier des 4 épisodes, celui où le perso principal lâche tout et crache toute sa haine à la gueule de tout le monde. Désolé, je gâche votre soirée de merde. Il n'y a plus de musique, plus de montage rapide, plus de pensées internes. Je le trouve super intéressant parce que c'est le seul où le personnage expulse vraiment toutes ses pensées. Quoi, tu sers à paraître plus heureux que moi? Il est vraiment en contraste avec tout le reste et le mec de Bref est vraiment détestable dans son comportement. Mais vu qu'on l'a suivi avant pendant 70 épisodes dans sa tête, on a de l'empathie avec lui, même s'il nique une soirée en insultant des gens gratuitement. Bref, je me casse. Mec, je regarde depuis tout à l'heure et là vraiment il y a rien. Vraiment censé y avoir une énigme, des fois il y a des caractères en gros, des trucs qui ont rien à foutre là, des trucs dans le genre, mais là il y a rien. Oublie pas, pour détruire ta cible, il faut penser comme ta cible. Hein? Les gars qui font les énigmes. Il y a des gars qui font des énigmes? Ouais mon pote. Eh bah, c'est les crafters. Oh, comme dans Minecraft. Mais non mec, tu vois l'émission Un Beau Moment où Kian et Navo ils invitent des gens à parler avec eux là, le podcast. Bah à chaque fois il y a une énigme derrière. Et à chaque fois c'est les crafters qui sont derrière les énigmes. Kian il a même fait toute une vidéo pour résumer tout ça. Je suis même à peu près sûr qu'il faut commencer par là. Les remerciements aux crafters à la fin du livret. Oh putain, t'as raison. Il dit genre merci à Rusty Ryan, comme le gars dans Ocean's 11 qui est joué par Brad Pitt. Brad Pitt, on le voit dans le texte de Häagen-Dazs, c'est le 2e track. Donc on commence par le chiffre 2. Ok. Après il dit merci au taulier. Taulier, c'est le surnom de Johnny Hallyday dans le 1er track. Et enfin, à Tyrion, Game of Thrones, Soleil Nuit. Track 3, donc numéro 3. Il y a un truc qui est typique d'eux aussi, c'est qu'à chaque fois il faut chercher un lien vers un site bit.ly. Ok, donc si je mets tout ensemble et dans l'ordre, ça fait bit.ly / 1, 2, 3, 7, 1, 0, 6, 9.
Et une fois les derniers épisodes de Bref diffusés, c'est l'heure pour Kian et Navo, nos 2 comparses, de trouver quelque chose d'autre à faire. Parce que la gloire ça va bien 5 minutes, mais quand ça retombe c'est pas Jojo. Mais Kian a maintenant une belle petite renommée et grâce à Canal+, une porte d'entrée pas négligeable dans le monde de l'audiovisuel. Mais un événement tragique survient. Son père est emporté dans la mort par le cancer. Et un deuil, c'est pas facile à vivre. Quelques projets sont mis de côté, mais malgré tout, le Kojandi reste assez droit dans ses bottes en restant actif dans son travail. Premièrement en tant qu'acteur pour des petits caméos, notamment avec les copains d'internet, comme dans La folle histoire de Max et Léon ou Les Dissociés, film des Suricates. Mais aussi en tant que comédien de doublage, et j'ai encore eu un petit vertige type... le monde est petit. Quand j'ai découvert que dans le film Disney Les Nouveaux Héros, eh ben la voix française de Baymax, c'est Kian. Pouka 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 pouk. Il continue aussi le stand-up, travaillant toujours sur son spectacle, et après quelques années, une nouvelle idée commence à germer. Une série d'épisodes très courts, encore une fois, mais cette fois avec un seul plan fixe sur toute la série, avec 2 gars qui s'ennuient sur leur canapé et qui disent plein de trucs plus ou moins pertinents. Tu ferais quoi si t'étais riche ? En dessous de 2 €, je ramasse pas une pièce par terre. Et pour avoir les origines de ce truc, il faut remonter pas mal loin aux origines des Casseurs-Flotteurs. Les Casseurs, c'est un groupe de rap constitué de Guillaume Tranchant, alias Gringe, et Aurélien Cotentin, alias Orelsan. 2 noms qui sont devenus bien plus que connus dans l'univers musical français. Leur histoire commence quelque part à la frontière entre le millénaire dernier et nos années 2000, à Caen, en Bretagne, où un groupe de jeunes se met à faire du rap. Dans le tas, on a donc Aurel et Gringe, accompagnés de Scred, qui fait leurs instrus, Ablaï, leur directeur marketing en quelque sorte, et Clément, petit frère d'Aurel, qui les suit avec sa caméra. Quelques textes émergent du duo de rap français, comme le fameux Saint-Valentin avec son refrain si poétique. Pour la Saint-Valentin. Ah, que c'est poétique. En 2009, Orelsan sort son premier album en solo, puis un deuxième en 2011, Le Chant des Sirènes, dans lequel on retrouve après des années nos Casseurs-Flotteurs. On les retrouve donc dans le duo Ils sont cool, bim badaboum, bim badabadaboum. Et c'est là qu'on pose la première origine de Bloqué. En voulant faire un clip pour cette chanson, ils ont tourné plein d'images dans un autre pays pour essayer de les faire paraître super badass, cool, stylé et tous les synonymes qui vont avec. Mais le clip avait au final une tête beaucoup plus gênante et pas du tout dans le délire voulu, ce à quoi l'idée fut de rajouter au début une intro comme quoi ce truc gênant c'était juste dans leur tête. Tu sais ce qui serait trop cool ? Quoi ? Qu'on fasse un clip de Ils sont cool. Et dans cette scène-là, on les voit dans un abrébus. Ceux qui savent, on se sait. Les autres, on y arrive. Après les 2 albums solo d'Orelsan, c'est un peu le déclic et les Casseurs-Flotteurs se réunissent. Avec ce nouveau nom, inspiré des 2 greux d'un bandit dans le film Maman, j'ai raté l'avion. Par contre, celui-là, si vous l'avez pas vu... Eh ben moi non plus. En 2013 sort l'album Aurel et Gringe sont les Casseurs-Flotteurs, avec dedans un morceau concept des 2 gars qui attendent le bus et se mettent à réfléchir sur tout et rien, et surtout rien. 2 connards dans un abribus. Vas-y, passe du feu. Astucieux. Non, t'as vu le vieux ? L'idée plaît beaucoup à Kian, qui est ami avec Aurel depuis pas mal d'années maintenant. Et avec la fin de diffusion de Bref et la fin du dernier album d'Orelsan, c'est l'heure pour un nouveau moment décisif. Pour les 30 ans de Canal+, en 2014, Kian et Navo font un épisode spécial de Bref où ils réunissent plein de célébrités qu'ils aiment pour faire des sketchs, dont les Casseurs, pour les mettre sur un canapé avec le concept de 2 connards dans un abribus. T'as vraiment un caractère de cochon. Mais ils se rendent compte qu'à eux deux, il y a tout un épisode à faire et au-delà de ça, tout un concept à explorer. Le pilote est présenté à Canal, ils adorent, ils en redemandent, des sessions de tournage et d'écriture sont organisées très rapidement pour au final avoir quelques 120 épisodes pour la série complète. Que je vous invite à aller voir parce que je trouve ça hilarant et que j'ai toujours un bon prétexte pour aller revoir toute la série. Je vous jure, la première fois j'étais dans ma période Casseur, Orelsan, un peu rap français tu vois, j'écoutais leur album en boucle, forcément je suis tombé dedans. Le jour où j'ai découvert que... Attends, c'est le mec de Bref qui a fait bloquer ? Rebelote. Et encore une fois pour cette vidéo, et je vous avoue que regarder 2 mecs qui s'ennuient dans leur canapé quand toi aussi tu t'ennuies dans ton canapé, c'est un mood. Et d'ailleurs, si vous avez l'œil, vous aurez remarqué que dans Bloqué, Kian y fait quand même quelques apparitions. Dans un épisode, il est déguisé en Steve Jobs sur la couverture du bouquin, et dans un autre, il est là, derrière, sans que personne ne l'ait vu, caché dans son pull. Bloqué, c'est aussi l'occasion pour accueillir d'autres personnages de l'univers des Casseurs, comme Claude le Plombier ou Diamond Declos, qu'on voit dans l'album des Casseurs, mais aussi Jonathan Cohen. Lui, on l'a déjà vu dans Bref, c'est ce mec, Charles, que le mec de Bref trouve comme meilleur ami, mais parce qu'il s'invente des trucs dans sa tête, le rabaisse au rang de simple pote. On peut se voir là ? J'ai pas trop le moral là, en ce moment. J'ai trouvé ça un peu facile, alors je lui ai répondu. Ouais, non, j'ai pas le temps, mon pote. Ah bon ? Ouais, désolé. Emotional damage. Ici, il s'appelle Serge. Serge le mytho. Et ça, pour mitonner, bon Dieu qu'il mitonne. J'ai toujours une petite cornemuse derrière moi, tu vois. Je commence à la sortir. Là, mec, j'ai mes 2 aigles.
qui arrive. Et après Bloqué, l'équipe de production continue sur une série exclusive Serge le Mytho et ses aventures, produit dérivé des quelques épisodes où Serge racontait ses aventures à Aurel et Gringe sur leur canapé. Mais cette partie-là, vous la connaissez mieux que moi, parce que je dois vous avouer, et je vais pas me faire des potes en disant ça, mais je suis pas vraiment fan de Jonathan Cohen à la base, et j'aime pas trop le personnage de Serge. Mais s'il y a bien un passage important dans la série Serge le Mytho, c'est ce passage qui relie Bref à Bloqué. Et dans le clip, je t'y parle. Capitaine, ça va Charles? Ça fait quoi? Ça fait 5 ans au moins. Ouais, au moins, ouais. Ouais, cool. Bon, tout va bien? Ça va, ça va. Ouais, bon, bah, on se prend un café bientôt si tu veux. Avec plaisir. Ouais, grave. Cool. Bon, bah, bonne soirée, mon pote. Bonne soirée. Salut, bonne soirée. Bonne soirée, ciao. Pourquoi il t'a appelé Charles? Ça, les gars, c'est une longue histoire. Bref. Mais en vrai, ce serait dommage de s'arrêter à juste « j'aime pas Serge » parce que c'est normal. Je pense pas que beaucoup d'entre nous auraient vraiment envie d'avoir Serge comme ami. On a beau faire genre, on serait tous comme Aurel et Gringe en vrai, on l'appellerait Serge le Mytho de temps en temps quand on se fait chier. Et sans tout analyser parce que le Tropper l'a déjà très bien fait, Serge, ou Charles comme tu veux, a connu le mec de Bref et peut-être d'autres personnes qui ont chié sur sa confiance. Alors quand on le revoit pour cette série 5 ans après, il a changé d'identité et s'est enfoui sous un tas de mensonges. Probablement parce que les gens ont tellement chié sur sa confiance qu'il en est arrivé à croire qu'il faut être plus que lui-même pour être intéressant. Et juste ça témoigne du talent qu'ont Kian et Navo à la réal. Cette scène, c'est 1 minute perdue dans la série, mais ça rajoute tellement de profondeur au personnage, sans être lourd. Il passe d'un simple mythomane à un mec effrayé de perdre ses proches qui a passé trop de temps à s'enfuir sous ses propres mensonges. C'est ce talent à faire une série soi-disant humoristique, pour au final être en boule et en pleurs dans le canapé. Regarde-moi Sid, il est super bien fait. Le mec, il allait loin dans l'espace. C'est ouf, tu peux faire plein de trucs, regarde, il y a des petits points quand t'appuies dessus, ça fait des étoiles, et je sais pas où ça va. Et donc? Bah je sais pas, je vois rien, les textes ils ont plein de trous. Mais à mon sens, la véritable histoire de Kian ne se trouve pas encore là, on n'a fait que gratter la surface. Et pour ça, il faut qu'on remonte au début du début. Il y a 4,5 milliards d'années. Non, mais pas autant au début que ça, du con. Donc le début de l'histoire, c'est dans les années 90. Depuis son plus jeune âge, il s'amuse à faire rire les gens sur scène, ayant fait quelques spectacles de fin d'année quand il était en primaire. Mais pour lui, à l'époque, avec son jeune cerveau, ce n'est qu'un loisir, et c'est un peu inconcevable que ça soit un métier de faire rire les gens. Au début des années 2000, dans la belle ville de Reims, Kian vient d'avoir 18 ans et son bac ES, mais vu qu'il ne sait toujours pas trop ce qu'il veut faire de sa vie et que sa mère est juriste, il va pour des études de droit. Pendant ce temps, histoire de quand même gagner quelques sous, il travaille dans le magasin de tapis de son père et problème, il s'ennuie. Beaucoup même. Et c'est un problème qui le suit jusque chez lui et qui va le pousser à regarder des films, beaucoup de films. Comme Seven ou Fight Club, non? Ouais, peut-être. Et il se met à faire des petits podcasts tout seul devant son bureau, en commençant par faire un peu de caméra, un peu de montage, et va finir par filmer un clip de danse d'un de ses potes à Paris. Et surtout, il va avoir une révélation en regardant un spectacle de Franck Dubosc, qui aujourd'hui est plutôt connu parce que non, putain de bordel de merde, on n'attend pas Patrick, mais à l'époque avait plus une carrière de stand-upper. Et ce qu'il se dit en le regardant est un truc qui va le motiver à aller jusqu'au bout. Dubosc, il a été personne avant d'être quelqu'un. À un moment, il a fallu qu'il l'essaye, qu'il fasse ce qu'il pouvait, qu'il fasse ses preuves. Et là, en septembre 2004, son ami parisien l'appelle et lui propose de venir essayer le Cours Simon à Paris. Le Cours Simon est une école de théâtre qui, entre autres, a quand même accueilli des gens comme Louis de Funès. Légende. Et pour Kian, c'est le déclic. C'est ça qu'il veut faire tous les matins. Même si ça le met en désaccord total avec son père, avec qui il va malheureusement rester en froid pendant quelques années. Il y passe 3 ans, sort en 2007 et commence alors d'écrire son premier spectacle, alors qu'il travaillait à la banque tous les matins. Et oui, Paris ça coûte cher, et il était dans une période de sa vie où il était pas mal dans le besoin, parce que malheureusement faire rire des gens des fois c'est bien beau, mais ça paie pas le loyer. Mais il en profite quand même pour balancer des blagues aux clients qu'il accueille au guichet, et se teste pas mal comme ça. Mais en fouillant un peu, Kian se rend compte que Paris c'est quand même une ville avec beaucoup d'opportunités. Comme le Field, une scène ouverte tous les dimanches, le Café de Paris, le Pronzo, des endroits où il se fait plein de connaissances comme Bérangère Krief, Kairon. Et vous comprenez maintenant d'où viennent tous ces gens qu'il a invités dans Bref. Il finalise donc son premier spectacle, un spectacle gourmand nommé La bande-annonce de ma vie, majoritairement basé sur des vannes de cinéma dont il fait une tournée jusqu'en 2009. En parallèle de ça, il reprend les plus petites scènes ouvertes, avec la plus importante, le Bordel Club au Galabru. Et il va pas mal se tester là-bas. Et c'est dans ce lieu qu'il va commencer de côtoyer un certain Bruno Muschio, surnommé Navo, qui bossait dans un cabinet de notaire qu'il a quitté pour devenir auteur. Dès le début, ils s'en rendent compte, ce sont deux opposés totales. L'un étant plus émotif et avec la bougeotte, l'autre absolument pas, ce qui fait qu'ils se complètent très bien. Ils se sont mis à bosser plus ou moins l'un pour l'autre sur leurs projets respectifs, Navo donnant des blagues pour le spectacle de Kian et Kian donnant des blagues pour la bande pas dessinée de Navo.
La tournée de son premier spectacle est donc finie depuis 2009, et c'est donc avec Navo à ses côtés qu'il commence d'en écrire un nouveau. D'ailleurs, vous savez pourquoi Navo ? Parce que quand il était petit, il avait inventé la langue du have, où tu rajoutes la syllabe have dans un mot pour créer un nouveau. Genre orange devient oravange, ampoule devient ampavoule, et Bruno devient brunavo. L'écriture avance avec le petit interlude qui est bref, qui arrive en plein entre les deux, mais une fois la série terminée, c'est l'heure pour Kian de remonter sur scène, tester des sketchs pour construire ce nouveau spectacle. Et ça prend du temps. Si le spectacle a commencé d'être écrit en 2010, c'est avec pas moins de 300 dates, des plus petites salles aux plus grosses salles, qu'il va finir en 2014 par tourner la version que tu as vue, que j'ai vue, que lui là-bas a vue, que tout le monde a vu de toute façon, puisqu'il cumule quand même plus de 10 millions de vues sur YouTube. Et ce spectacle est arrivé dans la période de trou de Kian, après la mort de son père, alors il décide pour ce spectacle de prendre des moments pas marrants de la vie pour en faire quelque chose de positif. Et ça donne un spectacle très intime, avec déjà cette première approche des schémas qui se répètent au fil du temps. Pas la même personne, mais la même situation. Et en plus de ça, il y a un message important, c'est important pour lui que ce spectacle touche des gens. Et il ne s'arrête pas là, puisqu'une fois cette tournée terminée, il enchaîne sur l'écriture d'un nouveau spectacle, Une bonne soirée, qui est beaucoup moins connu, mais que je vous invite tout autant à vous procurer, dont il termine cette fois la tournée en 2023. Et déjà, c'est drôle, hein, ses spectacles sont super bien rythmés, il a un jeu sur scène super dynamique, il balance ses punchs, tout est fluide en fait, c'est trop bien. Et c'est quand même une heure qui passe très vite à chaque fois qu'on la regarde. Mais là où je trouve ces spectacles super intéressants par rapport à notre sujet, c'est surtout par rapport à leur construction, et notamment celle d'une bonne soirée. Le but du spectacle est de raconter une bonne soirée qu'il aurait vécue, et j'aime beaucoup la façon dont tout est mis en scène. Il va raconter, petit bout par petit bout, l'histoire qu'il vit au présent. Ici, du moment où il décide à sortir en boîte jusqu'à un plan à 3 dans son appart, en retournant dans une multitude de flashbacks à chaque fois. Pour à la fin, finir sur un épisode sur scène de Bref, où il résume tout ce qu'il vient de se passer. Mais là où c'est super malin, c'est que si t'as pas vu le spectacle, tout le spectacle qu'il y a avant, et bah t'arrives là et tu comprends rien, par exemple. Bref, moi c'est Thierry, tout allait bien dans ma vie jusqu'au jour où j'ai bousculé quelqu'un et là... Enfin c'est quoi un guidon ? Voilà. Typiquement, si t'as pas vu le spectacle, tu peux pas comprendre qu'il en est là parce que Kian, en inventant l'insulte de guidon pour contrebalancer le pédale pour les homosexuels, percute quelqu'un dans la rue, le traite de guidon et ce fameux gars s'entraîne dans une chute existentielle tout au long de sa vie, lui faisant perdre sa femme, son foyer, son emploi parce qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un guidon et que ça va lui miner le moral. Oui, c'est un autre point que j'aime vraiment beaucoup dans ces spectacles, il va super loin dans ses délires et à chaque fois ça rend sa détermination hilarante. Ceux qui ont vu Pulsion et qui se souviennent du vengeance et du savent. Dans le making-of ou spectacle avec les commentaires des réals, ils font mention très souvent de la notion de plantage de graines pour plus tard récolter des fruits. Ils veulent dire par là que le spectacle est beaucoup construit autour de gestuels, de gimmicks, de phrases ou autres qui sur le moment paraissent anodines mais qui remises plus tard dans un autre contexte ou une autre situation vont faire 3 fois plus de sens et là pouf, ça fait un super effet sur le spectateur. Pour les habitués du cinéma, c'est un peu un mélange entre du foreshadowing et un fusil de Tchekhov. Surtout quand tu passes une première partie de spectacle à juste rigoler à des vannes pour qu'à la fin tout soit en fait lié dans un final grandiose. Pour ceux qui ne voient pas trop ce que je veux dire, voici un petit exemple. Dans la première partie du spectacle, faite par Navo, il dit ça. Il s'achète ce qu'il veut quand il veut. Non. Ce matin, je me suis acheté un deuxième iPhone. Je me suis dit, j'ai 2 oreilles, bon délire. Pour qu'ensuite, près d'1 heure de spectacle plus tard, Kian y fasse écho en redisant ça. Là, je me réveille parce qu'il y a mon téléphone qui sonne. Donc je prends mon téléphone. Ah non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Et c'est ça partout, tout le temps, dans tous les spectacles, et forcément ça pousse au maximum la vigilance et l'investissement du spectateur. Mais pourquoi je trouve ça intéressant et pourquoi de tout ce dont j'aurais pu parler dans ces spectacles, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Parce que Kian ne fait pas ça qu'à l'intérieur de ce spectacle, mais il fait ça avec toute son œuvre, et ce, depuis le début. Alors attention, hein, toutes les graines plantées depuis le début, donc depuis la première saison de Bref et avant, ne sont pas plantées intentionnellement, loin de là, mais le talent qu'il a à récupérer les bons fruits après est quand même assez judicieux. Par exemple, quand au détour d'un épisode de Serge le Mytho, le mec de Bref passe devant et fasse le lien entre Bloqué, Serge et Bref, si t'es seulement un fan de Jonathan Cohen et qui veut regarder juste Serge le Mytho, tu comprends pas et franchement ça gêne pas la lecture non plus. Mais si t'as tout vu, c'est un peu l'équivalent du... Et ça permet aussi d'apporter une vraie fin à la saison 1 de Bref. Effectivement, à la fin, le personnage de Bref devait rejoindre directement Marla au cinéma. Ouais, t'inquiète, là, j'arrive au cinéma. Sur une phrase énigmatique qui laissait entendre soit qu'il rejoignait vraiment Marla au cinéma, soit qu'il y allait avoir un film Bref, et c'est pour ça que Bref allait se rendre au cinéma. Mais vu qu'au final le film ne s'est jamais fait, il a fallu apporter une conclusion à tout ça. Tu fais quoi là? T'avances sur l'énigme ou pas?
C'est marrant, ça fait musique différente à chaque fois que je clique sur une étoile. Bien joué mon pote. Ouais, et en plus chaque mélodie des étoiles, on dirait un morceau de l'album, regarde. Et du coup, je peux remettre les textes des chansons sur les bouts des textes qui étaient tout pétés. Même Einstein, il aurait pas trouvé. J'en ai déjà parlé très vite fait aussi, mais sans ne serait-ce qu'effleurer la surface. Kian, c'est aussi beaucoup une histoire de musique et de musicalité. Il a composé quelques morceaux pour la BO de Bref, comme le thème de Marla. Il parle beaucoup de musicalité et de tempo quand il se réfère au montage de Bref, du rythme des épisodes. Et tout ça ne vient, bien évidemment, pas de nulle part. Kian, ça fait depuis avant qu'il soit en primaire, avant qu'il commence le CP, qu'il a envie de faire de la musique. Personne ne lui en avait parlé ni même initié, mais le simple fait que sa mère mette du Mozart dans la voiture le matin le faisait vibrer. Alors il a demandé à faire de la musique et a atterri au conservatoire de Reims. Et pour la petite anecdote, parce que je l'aime bien celle-là, il ne savait pas trop quoi faire comme instrument à la base, mais ce qu'il savait, et on parle du Kian de 6-7 ans là, c'est qu'il voulait faire pas comme les autres. Alors au moment de choisir les instruments, tout le monde voulait soit faire du violon, soit faire du piano. Peut-être un peu de saxo, mais quand vient le tour de demander qui veut faire de l'alto, aucun élève ne lève la main. Kian ne savait pas ce que c'était, alors il a levé la main. Un alto, aussi violon alto, c'est comme un violon. Bien joué Sherlock. Mais en un peu plus grave pour vulgariser grossièrement. Et sans nous prendre pour des débiles. L'alto est accordé un registre plus grave que le violon. On le lit donc plus souvent en clé d'ut plutôt qu'en clé de sol, et bien évidemment le corps est taillé plus imposant par les luthiers, avec une baguette d'âme un peu plus conséquente. C'est un peu comme de soprano à ténor, non pas le rappeur, pour les voix. Ouais, grave. Et donc Kian en a fait 15 ans. Ce qui fait que techniquement, il a gagné quand même un petit niveau et en commençant le stand-up a pas mal exploité le potentiel de l'instrument en l'utilisant pour faire des sketchs avec. Mon exemple préféré étant au Montreux Comedy Club, en duo avec Navo, où il illustre musicalement le rêve de son comparse. Et je voulais vous raconter un rêve que j'ai fait l'autre nuit. En fait, pour vous situer, ça se passait dans une prairie très verte avec une jolie herbe, des jolies vallées. C'est aussi après pas mal d'échanges avec Navo qu'il va étendre sa culture musicale, s'échangeant mutuellement beaucoup d'artistes comme par exemple Georges Brassens. Il est même monté sur scène avec Orelsan pour jouer avec lui son morceau La Petite Marchande de Porte-Clés au début des années 2010. Mais c'est en 2021 que Kian va prendre des inspirations directement tirées du slam et du rap pour en faire un projet hybride que ces deux cons là sur leur canapé essaient de décrypter tout à l'heure, son premier album, comme il l'aime l'appeler, L'Horizon des événements. Cet album commence, autant sur sa chaîne que sur le disque, par le titre éponyme. Et déjà, ça en dit très long sur le projet que nous a concocté le Kian. Le format est vertical, pris sur le vif, pris sur l'émotion, dans le studio, dans sa bulle, dans un tout très personnel. Comme je le disais, c'est ni du rap, ni du slam, mais un peu un mix des deux quand même, c'est ce qu'on appelle du spoken word, littéralement mot parlé. Je veux pas en rester là, je veux rebondir, comme une envie de guérir, comme une envie de pas mourir. C'est un peu l'équivalent de la prose en poésie. Aucune obligation sur les figures de style, pas de forme stricte dans la narration, pas de couplet-refrain, pas de rime, pas de vers avec le même nombre de syllabes, pas de mélodie, juste des mots. Juste un flot de paroles. Mais en même temps, c'est un genre que j'aime beaucoup pour deux raisons. De un, ça permet de se libérer de toute forme linguistique quelconque qui peut un peu former une cage à la créativité en quelque sorte. Et de deux, du coup forcément, c'est un genre qui laisse beaucoup plus de place aux émotions. Et ça me fait même penser à des textes thérapeutiques. Il y a un type de thérapie qui existe qui consiste à juste écrire tout ce que tu veux sur un bout de papier, sans tabou, sans barrière, en juste libérant les émotions. Et pas grave si t'insultes des gens, si tu deviens vulgaire, sans aucune empathie ni quoi que ce soit. Et après ce papier tu le brûles, tu le jettes, tu le déchires ou tu le mets dans un cahier que tu ne réouvriras jamais. C'est un peu comme une rage room avec des mots et pour ma part ça marche incroyablement bien pour se libérer au moins temporairement de quelques mots. MAUX. Et ce genre de musique et cet album de Kian, ça m'y fait beaucoup penser, même dans la façon dont il a écrit les textes. Il a écrit ça en partie dans un studio à Toulouse et son mode de fonctionnement était pas mal sur... Il écrivait ce qui sortait sans filtre et il alternait avec des siestes dans le canapé. Mais il a aussi repris des textes qu'il avait écrits il y a plus de 10 ans maintenant, vers 2013. C'est donc un album qui a pris du temps mais qui est arrivé quand il était prêt, quand c'était le bon moment. Et ça en fait l'un des projets, si ce n'est le projet le plus personnel de Kian. Cette fois, il n'y a pas de fiction, juste des ressentis. Il ne réécrit pas ses émotions pour les passer derrière le mec de Bref ou le comique sur scène, qui essaie à tout prix de transformer les mauvaises choses en blagues, c'est juste Kian qui parle. Et il en profite sur cet album pour cette fois nous parler de rupture et de points de rupture. Cette fois il nous présente ses faiblesses à un moment de sa vie juste avant de se ressaisir. Cet album entier, c'est pour passer à autre chose. Et rien que dans le titre, il le dit. L'horizon des événements. Limite d'un trou noir. Point de non-retour au-delà duquel rien,
ne peut sortir. Et donc cet album, il a servi pour Kian de point de passage. Il le décrit comme un moment dans sa vie où il voyait pas mal de cycles, dont certains assez toxiques, surtout au niveau de ses relations et en particulier celles amoureuses. C'est donc l'occasion pour lui, à 38 ans, de prendre beaucoup de recul sur lui-même, de faire un stop, de se regarder un peu d'en haut, de localiser les trucs qui vont pas et de voir pourquoi ça va pas. L'introspection. Et dans le dernier titre de l'album, Rentrer chez moi, beau bébé de 7 minutes quand même, il fait un peu un résumé de tout ça. Il parle de tout ce qui ne va pas chez lui, de ce qu'il doit améliorer s'il veut avancer, pour enfin rentrer chez lui, métaphoriquement bien sûr. Et il faut croire que ça a plutôt bien marché, parce que quelques temps après la sortie de l'album, après s'être auto-soigné, il s'est marié, a eu un enfant et a l'air très heureux dans cette relation. C'est marrant quand même. De quoi ? Bah, t'as vu, dans le clip de Häagen-Dazs, il fait ça. Mais c'est une dinguerie, pourquoi tu me parles tout le temps de David Fincher ? Attends... Bref, au début je croyais que c'était une coïncidence. C'est vraiment dans beaucoup d'œuvres où le personnage principal n'a pas de prénom, pas que dans Bref et Fight Club. C'est dans beaucoup de films où le plan cul qui se fait trimballer dans tous les sens s'appelle Marla, pas que dans Bref et Fight Club. C'est dans beaucoup de films qu'il y a un narrateur qui parle très vite, pas que dans Bref et Fight Club. C'est dans beaucoup d'œuvres que le personnage principal fait exploser son appartement plus ou moins volontairement d'une fuite de gaz, pas que dans Bref et Fight Club. Et c'est dans beaucoup d'œuvres aussi que le personnage principal apprend vers la fin que le gars, là, qu'on voit depuis le début, bah en fait c'est un mec dans sa tête. Et là, j'ai réalisé que la Kian il dit ça, que dans une interview Baptiste dit ça, David Fincher ? Ah, c'est vrai. que dans ses musiques il fait ça, et que même dans le placement des caméras, son caméraman dit ça. Et le Fight Club. Bref, le mec de Bref est fan de David Fincher. Et si vous avez rien compris à ce que je viens de dire, allez regarder Fight Club et Seven, s'il vous plaît. Vraiment, ça vaut le coup. Alors ? Tes textes tout pétés, ça donne quoi ? Vas-y, je sens bien dans ta voix que t'es content que je galère. Depuis le début, je trouve plein de trucs, et toi, t'es juste aigri dans ton coin du canapé. Bah, excuse-moi, vas-y, fais voir, je vais t'aider, là. T'es bloqué ? Je l'ai regardé, il m'a regardé. Bon, qu'est-ce que tu fais, là ? Vas-y, fais voir ton énigme. Je vais te la finir en 2 secondes, moi. Alors ? Non, mais vas-y, t'inquiète, je vais te laisser faire. De toute façon, je vais pas te materner là, comme ça, je vais pas te donner toutes les solutions non plus. Les années passent encore et Kian n'en est plus du tout à essayer de se faire une place dans la pop culture, mais bel et bien à se tailler le plus beau siège possible. À partir de la fin des années 2010, il commence son podcast Un bon moment sur sa propre chaîne, où, avec Navo, ils invitent des gens qu'ils aiment bien pendant 1 heure, 1 heure et demie. Il importe aussi Hot Ones des États-Unis, où il fait manger épicé à ses invités pour leur poser tout plein de questions. Il sort son album en 2021, finit sa tournée de spectacle en 2023, et là, c'est le blanc. On n'entend pas spécialement parler de nouveaux projets, il reste là bien évidemment, mais un peu discret jusqu'en 2025, début février, où il nous poste une annonce surprise particulière. L'annonce que personne n'attendait tombe, le 14 février sort la saison 2 de Bref, sobrement appelée Bref 2. Ce qui déjà fait officiellement de Kian une princesse Disney, mais en plus change le format et promet quelques évolutions. On passe d'un format court à une moyenne de 30 minutes par épisode pour une saison de 6 épisodes au total. Et petit disclaimer, avant d'entrer dans le vif du sujet, forcément je vais pas mal spoiler la série pour pouvoir en parler comme j'ai envie. Donc si c'est pas encore fait, je vous invite très franchement à aller la voir si ça vous intéresse. Donc pour résumer grossièrement, on retrouve notre mec de Bref qui fête ses 40 ans, joyeux anniversaire, sortant salement amoché d'une relation dans laquelle il s'est peut-être trop investi et décide alors de faire un point avec lui-même pour enfin aller de l'avant. Et à partir de là, c'est toute une ascension le long de sa 40e année, où il va essayer de comprendre ce qui merde chez lui, les relations qu'il a avec les gens, la famille, les amis, les amours. Globalement, ça reprend des thèmes de la première saison, mais en allant cette fois plus loin. Et tout ne va pas bien se passer, il va même s'en prendre plutôt plein la gueule, en allant entre ruptures douloureuses, soit par sa faute, soit celle d'en face, de grosses remises en question qui font bien mal autant sur lui que sur son entourage, de la mort de son père par le cancer et bien d'autres encore. Déjà pour commencer sur une note pas du tout objective, la série est trop bien. Le changement de format de 1 à 30 minutes passe super bien, permettant à la série d'évoluer sur un ton beaucoup plus narratif, et en plus de ça, on retrouve pas mal de vieilles connaissances de la première série Bref. On retrouve des vieilles connaissances comme Marla, Sarah, Ben, Baptiste, mais aussi des nouvelles, comme Jean-Jacques, oui on va en parler, joué par le merveilleux Jean-Paul Rouve, et surtout Billy, la coloc du mec de Bref, jouée par l'excellente Laura Felpin. Parce que oui, petit mot quand même sur le cast qui est juste fou, je voudrais adresser des mentions honorables
a Alexandre Astier, Freddy Gladio et encore plein d'autres noms qui me donnent envie de faire du name dropping pendant 10 minutes. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'encore une fois, Ken invite tous les gens qui l'inspirent. Si pour la première saison, c'était principalement des gens du théâtre qui connaissaient des petites scènes de Paris, cette fois on a une dimension beaucoup plus internet, surtout avec des gens qu'on a croisés dans des épisodes d'un bon moment. Par exemple Magla, streameuse, qui joue la nouvelle copine de Marla. Dans l'épisode qu'elle partageait avec Seb, qui lui aussi se retrouve dans la série d'ailleurs, elle partageait ça en 2023. Moi j'ai grandi en regardant les films, je voulais être actrice à la base. Ah oui. Je l'ai jamais essayé, jamais de théâtre, rien, je me suis dit... Ça te ferait plaisir un jour ? En vrai, j'aimerais bien. Ouais. Et je sais pas si c'est que c'était déjà prévu à la base ou si que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais le résultat est là. On a donc ce que je disais tout à l'heure, avec les graines qui sont plantées à un moment et récoltées plus tard, mais à l'échelle x1000. En fait, Bref 2, c'est un peu le Avengers de Bref bloqué et tout le bordel. En fait, c'est un peu le Kian Kojandi Cinematic Universe. Le KKCU. Non, pardon, c'est nul. Ce récoltage de graines, on l'a à des gros niveaux, comme les persos de Bref qui reviennent, Aurel, Gringer, Serge de Bloqué, beaucoup de gens qui sont passés sur scène avec lui, et dans un bon moment et Hot Ones, mais aussi sur des détails beaucoup plus infimes. Dans un épisode, le mec de Bref et Ben établissent le concept de Beuyuyut. Ce mec un peu bourré dans la rue dont les plus jeunes se marrent. Ils en esquivent un en passant sur le trottoir d'en face à un moment, et si on tend un peu l'oreille, ils disent ça. C'est quoi, dis donc ? À mon premier visionnage de la série, j'avais même pas capté, mais entre temps j'ai regardé le spectacle une bonne soirée et tout fait sens. Exactement le même poids. Que si t'as pas la ref, c'est pas grave, mais que c'est un petit plus et un petit clin d'œil à ceux qui se font chier à tout regarder. Au début de la première saison de Bref, le personnage de Jamais est introduit, joué d'ailleurs par Navo. J'en ai déjà parlé pour Bref, je suis vieille. Dans cette deuxième saison, le point de vue est donné à différents membres de la famille pour visualiser leur vision du cancer du père. Et pour Kevan, le frère du mec de Bref, c'est comme si un camion s'était arrêté juste devant lui, prêt à l'écraser, stoppant le temps. Alors Kevan lui apporte ici sa glace préférée, mais un jour, il arrive et le camion est parti, le père n'est plus là. Déjà quand tu comprends que ça y est, il est mort, t'as les yeux qui mouillent, mais quand en plus t'as Jamais qui traverse la rue en face et que tout se lit dans ta tête... Ouais, c'est une des fois où j'ai lâché ma larme. Et pour des trucs encore plus subtils et je sais même pas si c'est fait exprès... Vers la fin de la saison, le mec de Bref trouve un job dans un magasin de jouets, mais la proprio doit lui annoncer qu'il va fermer. Et en lui disant, elle fait un doublé chuchoté. Valérie a dit... C'est super. J'ai dit... C'est cool, hein ? Puis elle a répété en chuchotant... C'est super. Et le doublé chuchoté, c'était un peu la vanne phare, celle qui était citée le plus souvent de son premier spectacle, la bande-annonce de ma vie, en 2009. Ce que j'aime beaucoup chez les Américains, surtout les acteurs américains, c'est qu'ils pratiquent le doublé chuchoté dans leurs films. Je vous le fais. Y'a plus rien à expliquer, Steven. Maintenant tu me laisses. Doublé chuchoté. Tu me laisses. Mais si Bref 2 est dingue, c'est aussi visuellement. Si le principe de Bref est basé sur le fait qu'on suit les pensées du perso principal, cette fois le concept va plus loin en matérialisant sur l'écran comment il se représente et comment il vit les choses. Il y a un gros travail sur les différents choix de cadre, d'utilisation de framerate. Quand il fait une parodie d'interview, il filme comme une interview. Quand il fait de la fiction, c'est de la fiction comme on en voit au cinéma. Quand il fait des parodies de pub, le contraste est pété au max. Mais ce que je préfère le plus dans ce point-là, c'est l'imagerie visuelle dont le 3e épisode, Tout est une question de point de vue, en est le parfait exemple. C'est l'épisode où toute la famille affronte le cancer du père et chacun a son point de vue différent. Pour la mère, c'est une vraie guerre avec un front, les cellules cancéreuses étant des vagues d'ennemis qu'il faut défourailler à la Gatling. Pour le frère, c'est comme si un camion s'était arrêté devant lui juste avant de lui rouler dessus et que le temps s'était arrêté là. Et pour le perso principal, c'est juste lui dans sa chambre d'hôpital à se faire des films dans sa tête. Et quand le père part, il part. Au début de l'épisode 5, il essuie une rupture compliquée et se sent vraiment déprimé. Et je trouve ça hyper bien retranscrit à l'image. Son lit fait 15 mètres de long comme de haut, la gazinière qu'il doit vérifier à cause de ses tocs est 5 fois plus grande. Pareil sur le canapé, et il entend et voit flou sa coloc. Je trouve ça super parlant. C'est vraiment la règle du show, don't tell, poussée au max. Dans la série, on retrouve aussi le personnage de Sarah, l'ex du perso principal qui a super mal vécu leur relation dans la première saison, et qui en a fait un film, Mortelle Banalité, dont on voit quelques extraits dans cette deuxième saison. Et il y a cette scène. Le mec de Bref, joué par Bertrand Huskla, explose de rage et de mauvaise foi et engueule Sarah, qui se noie littéralement dans la relation. Déjà, je trouve cette scène très belle et très parlante. En plus, rejoint parfaitement le « c'est qu'une question de point de vue » et fait carrément prendre un autre regard sur la saison première quand on voit la scène. Et oui, nous on avait ses pensées et on sait pourquoi il a pété, mais pas Sarah. Elle a juste tout subi et elle l'a super mal vécu. Avec notamment ce retour presque traumatique qui revient en boucle dans cette nouvelle saison du « t'es parfaite », qui est répété beaucoup de fois par pas mal de persos, qui va faire comme un martelage sur le moral de notre mec de Bref pour qu'il se rende compte de toute la remise en question qui lui manque. Tout le monde t'aime. Toi t'es parfait, toi.
Toi, t'es parfaite, toi. Toi, t'es parfaite. Toi, t'es parfaite. T'es parfait, toi? Toi, t'es parfait, toi. Parce que t'es parfaite, toi. T'es parfaite. Et pour couronner le tout dans la continuité de ce propos, le mec de Bref lui-même dans la série résume très très bien le sujet en disant ça. Je me suis rendu compte que pendant longtemps, j'étais en colère contre elle parce qu'elle avait fait un film contre moi, alors qu'elle avait juste fait un film pour elle. Ce qui veut aussi dire qu'il faut pas tout prendre personnellement, mais ça on en reparle après. Et toute cette imagerie, elle n'est pas là pour rien. La plupart du temps, elle sert un propos. Et cette saison, entre les leçons de vie, les concepts philosophiques ou points de vue de développement personnel, il y a de quoi bien manger. Bien évidemment, et je vais me faire engueuler si je la cite pas celle-là, on a la fameuse phrase du « Il avait besoin de s'asseoir 30 secondes. Il s'est assis 20 ans. » en parlant de Jean-Jacques, le voisin qui, comme il le dit, a fait le choix du non-choix. Et c'est une phrase qui a déjà pas mal tourné sur les réseaux parce que absolument personne ici n'a envie de faire une Jean-Jacques, donc je vais pas trop m'y attarder, mais j'aimerais quand même ajouter un petit quelque chose. Ça m'a fait beaucoup penser au French Dream, le rêve à la française qui dit que la situation idéale est d'avoir une belle maison, une femme, 2 enfants, un chien peut-être, un CDI en 8-5, en bref, une situation stable qui fait qu'à partir de là, tu peux faire le choix du non-choix. Et après rien, pas grand chose d'excitant en plus. Et avec les générations qui arrivent, qui veulent bouger de plus en plus et qui changent d'idéal, ça m'a fait ramener ça au choix du non-choix de Jean-Jacques. De préférer le choix de la stabilité qui est une pensée qui effraie nos nouvelles générations. Effectivement, maintenant il y a beaucoup moins de gens qu'avant, si ce n'est presque plus, qui envisagent de faire carrière dans une seule boîte par exemple. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Tout est une question de point de vue. Celui-là, c'est à mon sens un des plus gros aspects qu'on peut tirer de cette série. Ce qui se passe dans ta tête n'est pas évident pour tout le monde, mais c'est pas pour autant que c'est pas légitime. Premièrement, comme on peut le voir dans cet épisode, on vit tous les choses de différentes manières, et des fois on peut avoir des visions totalement opposées. Des fois, quelqu'un va vivre quelque chose de manière très forte, comme la mère qui vit ça comme une énorme guerre, et que chaque jour est un nouveau front, toujours à essayer de chercher un moyen de combattre. Ses 2 fils, eux, sont beaucoup plus terre à terre. Jusque-là, rien de sorcier, normalement j'apprends rien à personne. Mais là où ça devient important, c'est qu'il ne faut pas dénigrer le point de vue des autres. Plus tard dans la série, pas mal d'engueulades de famille se suivent, jusqu'à un moment où le mec de Bref met un coup de poing dans la figure de son frère. Il avait bouilli dans sa tête, s'était monté des films sur sa vision des événements, avec d'ailleurs cette thématique d'être le petit frère qui est dur à vivre quand t'as l'impression que le grand frère a toujours réussi mieux que toi, qui je trouve est très justement abordée. Dans sa tête, il sait pourquoi il a bouilli. Il a l'impression que son frère le rabaisse pour montrer sa générosité à lui, qu'il se moque, qu'il a toujours mis en arrière, menti, et ce depuis tout petit. Et ça mène à cette scène. J'en peux plus de toi! Oui, et tu... Mais ça va pas, mais qu'est-ce que tu fais? J'en ai marre de ce taf de merde! Et j'en ai marre de cette famille de merde! Je me casse. Bon déjà ça fait mal, autant pour Kevan que moralement, et l'important est dans la suite des événements. Parce que, autre leçon que nous donne Bref au passage, c'est que ça arrive de péter un câble, et si on remet dans le contexte, le mec de Bref a un job qui ne lui plaît pas, essuie le deuil de son père, est en pleine reconstruction de sa vie amoureuse, et en pleine remise en question de lui-même. Mais tu vas me dire, petit spectateur, et tu auras raison, que malgré tout ça, ça ne pardonne pas ses actes. Il manque un truc important, qu'on va avoir le droit d'avoir quelques temps plus tard. Les explications et le pardon. Alors là, ok, tu t'excuses, mais moi là-bas, je sais pas pourquoi j'ai pris un coup de poing. Tout est une question de point de vue, et même si ça pardonne pas forcément tout, avoir une discussion à propos et partager les ressentis, ça fait avancer énormément de choses. Et dire un petit « je suis désolé », ça fait pas de mal non plus. Donc le mec de Bref et son frère finissent par s'expliquer. Et encore un bonus, des fois parler sincèrement et extérioriser à quelqu'un de confiance, ça fait vachement de bien. Tout est une question de point de vue. Et donc deuxième point que ça nous apprend, on prend des trucs personnellement alors que c'était pas du tout le but à la base. Exemple. Je me suis rendu compte que pendant longtemps j'étais en colère contre elle parce qu'elle avait fait un film contre moi, alors qu'elle avait juste fait un film pour elle. Ce qui m'amène à un autre point super important, faire des trucs pour soi, apprendre à s'exprimer. Ça c'est probablement le deuxième truc à retenir, exprimez-vous sur ce que vous ressentez. Ici Sarah a mal vécu sa relation, elle a eu besoin de faire un film pour extérioriser. Le personnage principal a mal vécu une partie de sa relation avec son frère, alors il en a parlé 4 heures avec lui. Et même en revoyant en général la vie de Kian. Il a très mal vécu la mort de son père, alors il en a fait des vannes dans Pulsion, il en a fait un morceau dans l'horizon des événements et il en reparle encore dans Bref 2. Il a des ruptures et des schémas amoureux qu'il a très mal vécu et qu'il a répété malgré lui-même, alors il en a fait tout un album. Et d'ailleurs ça met un contraste et une sacrée évolution avec la première saison de Bref. Tant que le mec de Bref n'a pas accepté les 2 points qu'on vient d'aborder, tout est une question de point de vue et s'exprimer sur ses ressentis c'est super important, il n'a pas pris le recul nécessaire sur lui-même et ce n'est que le mec du film.
cette vision du connard comme il est représenté dans la vision de Sarah. Et ce mec de bref a besoin d'une dernière chose pour avancer, la relation avec son père. Il ne peut pas sauter de ce plongeoir parce que son père s'est moqué quand il était petit et qu'il n'y arrivait pas. Globalement, ce père était un mec normal, que le petit mec de bref adorait, adulait même, et qui n'attendait qu'une chose, voir de la reconnaissance, de la fierté dans ses yeux, qu'il n'a jamais pu voir. Et c'est ce manque qui l'a amené des années plus tard à être bloqué dans ses actions. Parce que quand tu gardes de la rancœur pour quelqu'un sur des années et des années, c'est compliqué d'avancer. Alors il va en parler à un psy qui va lui conseiller très judicieusement de lui parler. Ce à quoi le mec de bref répond que c'est trop tard, mais en fait... pour les darons, c'est toujours trop tard, mais pas pour toi. C'est pas pour le changer que tu dois lui parler, c'est pour te changer toi. Et ça rejoint le faites des choses pour vous, exprimez-vous, ça fait du bien. Et tout ça amène donc au point qui fait vraiment avancer le mec de bref tout au long de la série, avoir du recul sur soi-même. Tout au long de la série, le mec de bref va écouter ce que disent les gens. Le psy qui lui conseille de parler à son père, Sarah sur le comportement désastreux qu'il a eu pendant la relation, Kevin qui va l'encourager à partager leur vision, Marla et ses autres amis qui vont rester auprès de lui et pareil, l'encourager dans le recul qu'il prend sur lui-même. Et donc le plus important, il se rend compte de ce qui ne va pas chez lui et fait de son mieux pour le changer, de son comportement toxique à son job qu'il n'aime pas. Et on en arrive en fin de saison à un mec de bref mieux dans sa peau, stable, prêt à s'engager pour de vrai dans une relation et qui arrive enfin à sauter de ce plongeoir. C'est con mais c'est tellement feel good cette image. Oh putain, ça y est, j'ai un truc. Monsieur le génie. Quand tu cliques sur une étoile, à chaque fois, c'est pas le même schéma. Regarde, là, quand tu cliques ici, l'étoile, elle fait ce chemin, alors que là, elle en fait un autre complètement différent. Il y a plus qu'à remettre ça sur la pochette d'album. Regarde, il a la même position sur les deux, j'avais pas vu. Et là, il y a encore le symbole de bit.ly. Faut trouver un nouveau site. Ok, donc si je prends les lettres une à une, ça fait E, M, N, Q, D, L. Et du coup... là, il n'y a plus qu'à remettre ça sur la pochette d'album. Donc si je mets toutes les lettres à la suite comme ça, ça fait qu'on arrive à la fin. C'est pas grave mec, au moins t'auras essayé. Mais du coup, comment ça se fait que c'est trop bien? Pas la série et ses sujets, parce que je pense que j'y ai au moins un peu répondu, mais je veux dire par là que la série est vraiment bien, elle est super bien notée, pas mal de répliques sont déjà quasi cultes, Jean-Jacques a fait le tour des réseaux sociaux et plein de gens reconnaissent la force morale du truc. Alors comment ça se fait? Comment les deux êtres humains que sont Kian et Navo peuvent pondre ça? Et je pense qu'on peut y répondre en 2 points. Pour le premier, il suffit à peu près de résumer tout ce que je viens de dire dans cette vidéo. Il faut retracer l'histoire de Kian, voir que tout n'a pas été facile, loin de là, mais qu'il a su en garder du positif et avancer. De la mort de son père, il en a fait un spectacle de stand-up. De sa rupture douloureuse, il en a fait un album de musique. De ses dépressions et grosses remises en question, il en a fait bref. À chaque fois, il a trouvé le moyen de s'exprimer par rapport à ce qu'il a vécu. Et c'est ça le plus important. Et le deuxième aspect, c'est qu'il en est arrivé à un point où il n'attend plus rien en retour de ce qu'il fait. Il le dit assez souvent lui-même, chacun de ses projets est une proposition, un point de vue. C'est sa vision des choses sur ce que lui a vécu. Et si ça touche des gens, tant mieux, mais si ça ne touche personne, tant pis. Parce qu'il le fait pour lui, pas pour les autres. Comme Sarah a fait mortelle banalité non pas pour se venger du mec de bref, mais pour elle passer à autre chose. Et ça aussi, c'est une leçon que tout le monde vous dira, mais qui est tellement dure à appliquer dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Faites les choses pour vous. Ne cherchez pas à avoir des bonnes notes, un profit, mais faites des choses pour vous retrouver dedans. Faites des choses pour vous exprimer. Attends, non, ça peut pas se finir comme ça là, il doit y avoir une solution, je suis sûr que c'est pas fini. Je sais, c'est du code binaire en fait. Et si je traduis tout ça, ça fait envoi ergosphère à l'adresse o-horizon 1, 2, 3, 4, 7, 8 protonmail.com. Ça y est, j'y suis, putain. J'y suis enfin, j'ai réussi. Je vais savoir ce que c'est l'énigme du mec de bref. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, si vous êtes encore là, ça fait vraiment plaisir parce que c'était un taf bordel. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère que ça vous a plu, très franchement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, vous abonner, tout le bordel, vous avez déjà vu, vous connaissez YouTube en fait. Et on se retrouve probablement une prochaine fois, dans moins de 2 mois j'espère. Donc sur ce, gros bisous, exprimez-vous, encouragez les gens dans votre entourage à s'exprimer, et on se revoit une prochaine fois. Salut.